Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais reprendre la lecture de l'extrait des Faux monnayeurs, l'extrait numéro 2, je crois. Oui, c'est ça, non, le troisième, la composition en abîme. Mais avant ça, je vais faire un petit aparté, notamment dans le contexte historique du Gide, parce que j'ai reçu des commentaires qui me disent qu'il faut replacer euh, la lecture dans le contexte, parce que les Grands Michards ont été publiés à la fin du XXe siècle, donc ce n'est pas forcément très actuel par rapport à la vision que l'on a aujourd'hui. Donc, je dirais que Gide, euh, cette critique, elle n'est pas très modifiée par rapport à la critique actuelle de Gide. Parce que ce n'est quand même, Gide, c'est plutôt euh, le début du XXe siècle, ou alors la fin du XIXe siècle. Donc, il n'y a pas vraiment de modification. Mais depuis, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé par rapport à Gide. En tout cas, comme je l'ai dit dans la biographie, c'est un enquêteur, mais son principale fonction, donc sa principale œuvre, c'est les faux monnayeurs. Et donc, c'est une œuvre où on retrouve beaucoup de personnages et beaucoup de relations entre les personnages, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est par rapport au micro. Je sais qu'il y a des commentaires qui me disent qu'on n'entend pas très bien. C'est vrai que je ne parle pas très fort, mais sinon on m'entend à côté. Mais c'est pour ça que je ne parle pas très fort. En plus que mon son n'est pas très très bon. Donc du coup, à cause de ça, on n'entend pas très bien. Mais ça, ce n'est pas très grave, parce que ça va bientôt changer, ne vous en faites pas. J'ai bientôt mon anniversaire, je vais avoir 18 ans, et pour mon cadeau, je vais recevoir un micro. Donc du coup, je vais pouvoir maintenant améliorer le son de la vidéo et vous pourrez davantage m'entendre. Et je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Donc maintenant, nous pouvons reprendre l'extrait. La composition en abîme. Mais je croyais que vous vouliez vous écarter de la réalité. Mon romancier voudra s'en écarter, mais moi, je l'y ramènerai sans cesse. À vrai dire, ce sera là le sujet, la lutte entre les faits proposés par la réalité et la réalité idéale. L'illogisme de son propos était flagrant, sautait aux yeux d'une manière pénible. Il apparaissait clairement que sous son crâne, Édouard abritait deux exigences inconciliables, et qu'il s'usait à les vouloir accorder. Et c'est très avancé demanda poliment Sophonisca. Cela dépend de ce que vous entendez par là. À vrai dire, du livre même, je n'ai pas encore écrit une ligne, mais j'ai déjà beaucoup travaillé. J'y pense chaque jour et sans cesse. J'y travaille d'une façon très curieuse, que je m'en vais vous dire. Sur un carnet, je note au jour le jour l'état de ce roman dans mon esprit. Oui, c'est une sorte de journal que je tiens, comme on ferait celui d'un enfant. C'est-à-dire qu'au lieu de me contenter de résoudre, à mesure qu'elle se propose, chaque difficulté et toute œuvre d'art n'est que la somme ou le produit des solutions d'une quantité de menues difficultés successives. Chacune produit des solutions d'une quantité, pardon. Chacune de ces difficultés, je l'expose, je l'étudie. Si vous voulez, ce carnet contient la critique continue de mon roman, ou mieux, du roman en général. Songez à l'intérêt qu'aurait pour nous un semblable carnet tenu par Dickens ou Balzac, si nous avions le journal de l'éducation sentimentale, ou des frères Karamazov, l'histoire de l'œuvre, de sa gestation. Mais ce serait passionnant, plus intéressant que l'œuvre elle-même. Gide, qui ne sait pas être dogmatique, a voulu qu'ici le débat se délayât, comme dans une conversation réelle. La discussion se perdait en argutie. Bernard, qui jusqu'à ce moment avait gardé le silence, mais qui commençait à s'impatienter sur sa chaise, à la fin n'y tint plus, avec une déférence extrême, exagérée même, comme chaque fois qu'il adressait la parole à Édouard, mais avec cette sorte d'enjouement qui semblait faire de cette déférence un jeu. Pardonnez-moi, monsieur, dit-il, de commettre le même titre votre livre, puisque c'est par une indiscrétion, mais sur laquelle vous avez bien voulu, je crois, passer l'éponge. Ce titre, pourtant, semblait annoncer une histoire. Oh, dites-nous ce titre, dit Laura. Ma chère amie, si vous voulez, mais je vous avertis qu'il est possible que j'en change. Je crains qu'il ne soit un peu trompeur. Tenez, dites-le leur, Bernard. Vous permettez?
Les faux monnayeurs, dit Bernard. Et maintenant, à votre tour, dites-nous ces faux monnayeurs. Qui sont-ils? Eh bien, je n'en sais rien, dit Édouard. À la fin de la seconde partie, Gide interrompt un instant sa narration pour juger chacun de ses personnages qui, selon lui, se sont développés librement. Je crains, dit-il par exemple, qu'en confiant le petit Boris aux Anaïs, Édouard ne commette une imprudence. En effet, la troisième partie ramène le lecteur à Paris. Édouard a obtenu que Boris lui soit confié et il l'a placé à la pension Azaïs, où le vieux Lapérouse, devenu répétiteur, pourra ainsi vivre près de son petit-fils. La pension Azaïs est alors un de ces centres de l'action car elle réunit les collégiens dont on devinait déjà les agissements coupables. Entre autres méfaits, ils écoulent de leur fausse monnaie. En même temps, se poursuit le drame de l'attirance et de la jalousie entre Édouard, Bernard et Olivier. Il se joue au milieu de la comédie littéraire où réapparaît Robert de Passavant. Et donc, je vous lirai le dernier extrait dans 4 jours. Merci d'avoir regardé. Au revoir et prenez soin de vous.